Et tout de suite, place à l'invité du grand journal Média Morning. Nous venons de l'évoquer. Donc, ce lundi 16 septembre 2024 a marqué le premier anniversaire de l'Alliance des États du Sahel, un pacte de défense entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Une alliance créée dans le contexte d'une rupture avec la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Pour en parler, nous sommes en direct avec Henri Nzouzi, analyste politique. Bonjour Henri Nzouzi et merci d'être avec nous. Merci de m'accueillir. Alors, un an après sa création, quel bilan pour l'Alliance des États du Sahel ? Alors, il faut quand même revenir aux fondamentaux. Le 16 septembre 2023, la charte constitutive du Liptako-Gourma, c'est le nom que l'on donne à la zone des trois frontières communes à ces trois pays, décide donc d'établir une architecture sécuritaire collective, mais aussi une assistance mutuelle en matière de défense, avec évidemment pour objectif de lutter contre le terrorisme sous toutes ses formes, mais aussi contre le crime organisé. Alors, une fois que l'on a dit ça, on sait évidemment s'interroger sur la pertinence du bilan, notamment sécuritaire, puisque cela était la motivation première de ces trois pays. Il faut dire que d'un point de vue purement coopération militaire entre les trois pays, c'est-à-dire échange d'informations, appui logistique, les choses ont plutôt bien marché. Mais là où cela, évidemment, a bugué, c'est la capacité de ces trois pays, ensemble ou séparément, de pouvoir endiguer la menace terroriste. Je rappelle d'ailleurs que l'article 5 de la charte dispose que si l'un des États signataires devait voir sa souveraineté et son intégrité territoriale menacée, eh bien, les autres s'engagent immédiatement puisqu'ils se considéraient comme agressés. Malheureusement, on l'a vu, le Burkina a connu un vrai drame il y a de cela quelques semaines, mais également le Mali. On voit bien que de ce point de vue-là, il y a encore beaucoup de choses à faire. Justement, les parties prenantes de l'AES s'engagent à lutter contre le terrorisme dans l'espace commun de l'Alliance. Un an après le défi sécuritaire, selon vous, il demeure présent ? Oui, mais plus que jamais, puisque l'activisme n'a jamais été aussi important. Il faut bien noter que la volonté de rupture de l'Alliance des États du Sahel, notamment vis-à-vis de la CEDEAO, est aussi et surtout une réponse à ce qui était considéré jusqu'ici comme une présence occidentale encombrante, guidée par des intérêts totalement divergents. Mais aujourd'hui, ces trois pays se rendent compte du principe de réalité selon lequel se mettre ensemble est une chose, se donner les moyens de tenir dans la durée en est une autre. Mais nous verrons encore une fois comment les choses s'articuleront. Je pense qu'une année, c'est beaucoup trop tôt et prématuré pour tirer un bilan sérieux de ce qu'est aujourd'hui l'Alliance des États du Sahel. Très bien. Henri Nzouzi, le Mali, le Burkina Faso et le Niger envisagent également d'autres projets comme la création d'un passeport biométrique. Sera-t-il difficile pour ces trois États de réaliser leurs autres projets à part la coopération militaire ? Alors, je pense qu'il faut y aller progressivement, pas à pas. Le piège serait de multiplier les chantiers sans lendemain. Mais il est vrai que avec la rupture de ces trois pays vis-à-vis de la CEDEAO, l'objectif de pouvoir créer une zone de libre circulation est tout à fait légitime et n'est pas du tout, je dirais, en contradiction avec la CEDEAO, sauf que le Mali a, il y a de cela quelques semaines, publié ou en tout cas imprimé ses premiers nouveaux passeports biométriques qui ne mentionnent pas, eh bien, la CEDEAO, chose qui a toujours été faite depuis l'institution de cette organisation en 1975 à Lagos. Donc on voit qu'il y a une vraie volonté de rupture. Il y a d'autres chantiers qui sont prévus, notamment un fonds de stabilisation économique, un fonds d'investissement et de développement. Mais encore une fois, tant que le défi sécuritaire n'aura pas été relevé, je crains que cela ne soit que des projets qui risquent malheureusement de prendre beaucoup de temps et
aussi, et cela est important de relever, suscité à la fois l'inquiétude, mais aussi l'impatience des populations concernées. Lors de sa création, l'Alliance des États du Sahel était avant tout une alliance militaire, mais depuis le sommet de Niamey, les pays de l'AES ont annoncé la création d'une confédération. Quels sont les points de convergence entre les trois pays ? Alors, le premier point de convergence, il est bien évidemment militaire, avec l'architecture d'une sécurité collective. La deuxième étape consistera effectivement à créer une zone d'intégration économique qui soit viable, même si c'est vrai que formellement, même s'ils ont annoncé depuis l'an dernier leur retrait de la CEDEAO, il y a encore des passerelles qui restent envisageables. Mais ce qui est certain, c'est que si la Confédération devait effectivement voir le jour très concrètement avec des institutions, des outils leur permettant de pouvoir évoluer de manière sereine, cela, de toute manière, ne sera pas en contradiction avec la CEDEAO, car un groupe de pays intégrés économiquement peut très bien poursuivre une coopération renforcée avec d'autres zones économiques régionales ou sous-régionales. Concrètement, est-ce que l'Alliance des États du Sahel a les moyens et les possibilités de se substituer à la CEDEAO ? Non, très clairement non. Le défi sécuritaire est tel que l'essentiel des ressources sont affectées, je dirais, à cette mission importante, en dépit du fait d'ailleurs que ces trois pays ont, ces derniers mois, notamment opéré des rapprochements importants avec notamment l'Africa Corps, l'ex Wagner, mais cela reste effectivement un défi important. Et comme je l'évoquais tout à l'heure, je pense qu'il faut se garder, je dirais, de multiplier des chantiers qui risquent de connaître des lendemains acquis des champs. Il faut impérativement consolider les acquis, les très rares acquis obtenus en matière de sécurité et renforcer cette collaboration avant de pouvoir se lancer dans d'autres chantiers, parce que tant que l'insécurité régnera, eh bien, il sera très difficile pour ces pays, individuellement ou collectivement, de pouvoir envisager un développement durable. Très bien. Au niveau régional, comment cette nouvelle organisation peut-elle changer la donne dans la région, tant sur les questions politiques et économiques que sur la lutte contre le terrorisme ? Alors, personne, évidemment, n'a vu venir la constitution de cette confédération. Il est évident qu'à terme, cela pourra rabattre certaines cartes. On l'a vu au plus fort de la crise dans ces trois pays qu'au niveau de la CEDEAO, notamment, il n'y avait pas une identité de vue. On peut même dire à ce niveau-là que la CEDEAO était plutôt divisée, ce qui montre bien finalement que le chantage qui avait été exercé par le Burkina, le Mali et le Niger a fonctionné d'une certaine manière, puisque l'objectif principal de la CEDEAO, c'était bien évidemment de garantir l'intégration économique avec la libre circulation des biens et des personnes. On voit trois pays enclavés décider de faire cavalier seul. Cela risque de poser effectivement des problèmes, mais aussi de rabattre les cartes d'un point de vue géopolitique et stratégique. Un mot sur l'émancipation économique proclamée par l'Alliance des États du Sahel. Selon vous, cette position soulève des questions sur la création éventuelle de nouvelles institutions et son impact sur d'autres institutions régionales. Oui, il y a notamment cette volonté de créer une monnaie commune, etc. Mais encore une fois, les trois États, bien que motivés à l'idée de se mettre ensemble, ne sont pas tous logés à la même enseigne. Je rappelle quand même que le Niger, en dépit de sa situation interne difficile, connaît néanmoins une croissance importante. Ce sont les chiffres qui ont été communiqués par la Banque mondiale et le FMI, ce qui est assez paradoxal pour un pays justement qui est en situation de quasi-guerre, mais il y a effectivement un attrait pour les investissements. Encore une fois, tout cela dépendra de plusieurs variables. Comment réagiront les autres acteurs majeurs au niveau géopolitique et stratégique? On pense évidemment aux puissances émergentes vers lesquelles se tournent naturellement des pays africains qui sont notamment dans cette situation. Mais encore une fois, il faudra patienter et voir progressivement comment les choses s'articuleront, à condition, évidemment, que la situation sécuritaire ne se dégrade pas d'ici là et que les trois juntes puissent
faire la démonstration de leur capacité à endiguer la menace. Parlons maintenant du rôle de l'Union africaine et la médiation sénégalaise, notamment pour un retour des pays membres de l'AES à la CEDEAO. Alors c'est tout à fait légitime. On avait cru comprendre, il y a de cela quelques mois encore, que les ponts n'étaient pas rompus. Je rappelle que l'article 91 de la charte constitutive de la CEDEAO dispose que lorsqu'un État décide de se retirer, il doit le notifier par écrit 1 an avant auprès du secrétariat exécutif. S'il n'y a pas de réponse dans ce délai, eh bien l'État est considéré effectivement comme ne faisant plus partie. Or cette procédure n'a pas été suivie, ce qui laisse penser qu'il y a encore un espoir pour voir revenir ces trois pays. Mais je le répète encore une fois, le fait que ces trois pays se mettent ensemble pour faire cavaler seul d'une certaine manière ne remet pas forcément la pertinence des liens qui existent entre ces trois pays et la CEDEAO qui, il faut bien le dire, dispose dont ont profité largement ces trois pays. Henri Zouzi, je vous remercie pour cet éclairage. Merci d'avoir répondu à nos questions. Et je rappelle que vous êtes analyste politique.